Kevin Polizzi, bonjour, merci d'être avec nous. Il faut qu'on se vous voit aussi, Kevin. Désolé, ce sont les aléas du direct. Avec ou sans fil. Kevin Polizzi, évidemment connu, reconnu sur le territoire, fondateur de Jaguar Network, directeur général. Kevin, vous avez accepté d'être avec nous aujourd'hui et nous vous en remercions pour nous parler notamment de l'expérience Quanta qui a été créée de Jaguar Network qui a été créée il y a... Jaguar Network, 11 septembre 2001. Facile à retenir. Bon, très bien, c'est une très très belle date. On ne choisit pas ces dates, vous avez raison. Et puis, quelques années après, aujourd'hui, vous avez décidé d'asseoir votre développement, ou une partie de ce développement, en acceptant l'entrée à votre capital d'un groupe connu, le groupe Iliad, Free, Monsieur Niel. J'aurais aimé que vous nous donniez, après quelques mots d'introduction, Kevin, si vous le voulez bien, les raisons de cette décision et comment, quand on fait rentrer Iliad dans son capital sur ce territoire métropolitain, on continue d'aider le territoire. Francis, merci, bonjour. On va se vous voyer au moins 5 minutes, hein, après on passera au rythme normal. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Effectivement, il faut des fois savoir prendre le temps d'expliquer ce qu'on fait, parce que le temps passe très très vite et que nos partenaires sur le territoire nous ont aussi beaucoup aidés, beaucoup accompagnés, comme le disait Didier Parakian. Jaguar Network, c'est une histoire humaine avant tout, de gens qui ont envie de changer le monde. On a fait du cloud computing dans les années 2000 quand ça n'existe pas. On a construit le premier gros data center de Marseille quand ça n'existait pas. On vient de livrer l'année dernière le premier bâtiment connecté de Marseille alors que ça n'existait pas. Et donc l'innovation, c'est notre ADN, c'est dans nos gènes. Il faut aussi regarder le monde se transformer, le marché. Jaguar Network, on ne va pas beaucoup parler des levées de fonds parce qu'on n'en a pas fait. Donc on ne pourra pas être le grand témoin de la levée de fonds. Là-dessus, je suis désolé, que je m'excuse d'avance. A l'inverse, on a considéré que la meilleure levée de fonds pour nous, c'était notre poste client. C'était la capacité de fournir de l'innovation à bon prix, parce qu'en France, on regarde beaucoup le prix de ce qu'on achète avant de regarder ce que ça nous apporte. Et à côté de ça, beaucoup de R&D, beaucoup d'internalisation. Cette capacité d'accompagner l'innovation par le fait de figer le core business. Tout ce qui est cœur de notre business est en interne, tout ce qui n'est pas cœur de notre business est en externe. Donc on a avancé avec différentes étapes. Je salue la présence évidemment du CIC qui nous accompagne maintenant dans cette belle aventure depuis longtemps. Et on a fait les choses entre guillemets petit à petit. C'est ce que Deloitte appelait la croissance habile à une époque. On a reçu plusieurs fois des prix du Fast 50 Deloitte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a pris le temps de structurer notre entreprise autour d'un système d'information, autour de l'automatisation. Pas parce qu'on ne voulait pas faire, pas parce qu'on ne voulait pas embaucher, parce que les gens qu'on cherchait n'existaient pas sur le marché, ou ils n'existaient à des prix qui n'étaient pas compatibles avec notre bourse. Donc tout ce qui n'avait pas de valeur ou qui était un peu compliqué à faire, on l'a automatisé. Ce système d'information, c'est la colonne vertébrale de notre entreprise. C'est ce qui permet de proposer des jobs sympas, c'est ce qui permet d'être compétitif, c'est ce qui permet de facturer correctement et c'est ce qui permet de recouvrer l'argent correctement. Et donc ce système d'information dédié au B2B, il est très particulier parce que chez Jaguar, il y a un seul système d'information. Et lorsque vous parlez aux opérateurs télécoms, ils vous disent tous qu'ils ont un seul rêve, c'est d'avoir un seul système d'information pour ne pas gérer la complexité d'interconnecter des SI. Et donc ce système d'information, je suis allé le montrer à Xavier Niel. Pour 2 raisons. Première raison, c'est que sur le marché du cloud est arrivé Amazon et Microsoft. Et donc ça devient un marché de géants. La taille du terrain de boxe a été multipliée par 100 en quelques mois. Le deuxième sujet, vous le savez parce qu'on a tous un logement, pour 30 €, vous avez une fibre, 100 mégas, Netflix, la télé, le téléphone illimité et une box. Dans l'entreprise, pour 1000 €, vous avez 100 mégas d'accès Internet et c'est tout. Comment vous voulez que je passe ma vie à expliquer aux gens la différence entre les deux? C'est pas possible, il y a un effort de pédagogie qui est trop large. Il y a un effort de ROI, de retour sur investissement, qui est trop large. On nous annonce la fin du RTC, la fin de la liaison téléphonique traditionnelle. On nous annonce la fin de la DSL. Le monde changeait, mes concurrents ne l'ont pas vu. On a dégainé en premier la consolidation du marché des télécoms B2B. Et donc depuis le mois de janvier, j'ai récupéré la responsabilité de piloter toute l'activité B2B d'Iliad. Iliad, c'est 5 milliards de chiffre d'affaires. C'est 20 ans de Freebox, Free Mobile, toutes les innovations que vous connaissez dans le groupe.
C'est un ADN qui ressemble beaucoup à celui de Jaguar Network. Les profils sont relativement identiques. Les entrepreneurs se ressemblent aussi. Mais ils ont juste oublié de faire du B2B en fait. Ils se sont laissés emporter dans leur succès dans le B2C. Et donc, finalement, on a un petit peu fait le braquage du siècle, hein, puisque la petite start-up marseillaise a récupéré la charge de faire grandir son chiffre d'affaires à plus d'1 milliard d'euros en 5 ans. Donc j'ai un peu de pression, hein, tout va bien. Mais c'est 1 milliard d'euros qui vont avoir des retombées immenses sur ce territoire. Immenses. 1 milliard d'euros, c'est l'objectif? 1 milliard d'euros, c'est l'objectif. Le potentiel marché, c'est plus. Mais il faut déjà livrer ce qu'on promet. On le sait avec nos amis banquiers. En général, c'est mieux de tenir une promesse plus petite que de s'envoyer sur des idées plus larges. Didier? Oui, je voudrais réagir parce qu'il y a un silence de cathédrale et ça fait plaisir d'écouter tout à l'heure, je dis pas, mais ça parlait cet homme qui est un génie. Ça parlait à fond, hein. Et mon cher Kevin, merci de rendre à Marseille tout ce que ce territoire t'a donné. Parce qu'il a su effectivement profiter de ce territoire qui est béni des dieux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 14 câbles sous-marins qui partent de la mer de Chine, qui partent des États-Unis et qui arrivent sur nos plages du Prado. Et aujourd'hui, le pionnier des data centers, il est là. Il a eu cette idée de génie. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, tous les GAFA, les Google, les Amazon, les Facebook veulent mettre leurs données, qui est le nouvel or noir, ici sur notre territoire. On a de la chance et on a surtout de la chance d'avoir des entrepreneurs qui mettent sur la table, qui mettent tout ce qu'ils ont. Mais en tout cas... c'est magnifique ce que tu fais. On continue comme nous tous, hein. Tous les jours on se lève et il faut y aller, hein. Tout à l'heure il me disait qu'il vient d'ouvrir un restaurant. Un restaurant, c'est la vieille économie. Il pensait faire 60. Il faut y aller le voir quand t'as café. Je te fais de la publicité un peu. Allons-y le voir parce que en plus on mange bien et puis en plus il cartonne. Bravo. On va Bravo, en parler tout à l'heure. Kevin, pardon de revenir là-dessus, mais le core business de Jaguar, c'est quoi? Le core business de Jaguar, il a un petit peu évolué avec le temps. On a commencé par faire de l'hébergement de données. Parce que c'était notre métier premier, hein, tout ce qui c'est le cloud, l'IA, etc., etc. On a démarré ce business au milieu des années 2000. On a complété par un défaut du territoire, parce que Marseille, au milieu des années 2000, c'était un total no man's land sur les télécoms. Et donc on a démarré ce métier d'opérateur parce qu'on n'arrivait pas à acheter les prestations qui nous convenaient et on n'arrivait absolument pas à nourrir la plateforme d'hébergement qui avait tendance à grandir tous les jours. Et donc effectivement, le fait d'avoir été pionnier sur ce sujet des télécoms, ça a attiré un certain nombre de câbles sous-marins, ça a même attiré un certain nombre de concurrents qui avec le temps deviennent des partenaires, parce que Internet c'est un réseau de réseaux, hein. Et aujourd'hui on s'éclate totalement dans un nouveau métier qui est l'IoT, les objets connectés pour la ville, les objets connectés pour les buildings, les objets connectés pour un monde qui ne sait pas trop créer de croissance en ce moment, hein. Il suffit d'écouter BFM Radio. Je vous passe BFM TV, mais déjà BFM Radio, il faut être en bonne santé pour écouter, hein. Le point pour nous, c'est comment on arrive à recréer de la valeur, souvent par l'économie et régulièrement par des nouveaux services. Alors, quand on a un objectif d'1 milliard d'euros, quand on a, je crois, vous l'avez annoncé au grand opening, un objectif d'embaucher quelques 1000 collaborateurs, c'est ça? Vous nous parlez de cet objectif aussi? Oui, on a évidemment... bon, il faut garder le sang-froid, hein. On nous donne des objectifs, ils sont quand même durs à atteindre. Ça demande une approche hyper méthodique, hein. 1000 salariés dans le numérique ne sont pas disponibles de toute façon dans toute la France. Il n'y a pas d'illusion à avoir. Trouver des gens qui sont disponibles, qui sont capables de switcher dans la seconde. Les seuls gens que j'arrive à trouver aujourd'hui durablement sont ces SFR, puisque quand je leur demande si ça les intéresse d'aller expliquer à Patrick Drahi comment fonctionnent les télécoms, immédiatement ils ont un petit sursaut d'orgueil qui vient et ils basculent chez Iliad. La plaisanterie à part, on a besoin de former, on a besoin d'externaliser une partie de la formation. Pourquoi on accompagne des startups depuis 2014? Pourquoi on investit dans des startups depuis 2014? Pour créer un écosystème. Et à partir de cet écosystème-là, on peut nous-mêmes assurer notre croissance. Penser qu'on va réussir à tenir cet objectif seul, c'est une illusion. Penser qu'on est capable, à coût de 5 euros, 10 euros, 20 euros, une fibre optique par là, un petit cloud par là. Hier, Jaguar a reçu un sésame qui est l'hébergement de données de santé. Depuis hier, on va l'annoncer la semaine prochaine, on a officiellement le droit d'héberger tous les types de données de santé. Ça fait 10 ans qu'on est après cette certification. 10 ans ça nous a pris pour l'avoir. Bon, 10 ans d'administration française, hein. Dans la vraie vie, on aurait mis 3 ans. Mais le sujet, c'est que
c'est des nouveaux marchés qui s'ouvrent et toutes les boîtes, toutes les startups de la e-santé vont pouvoir s'appuyer sur Jaguar pour grandir. Parce que ça va être facile et contrairement à tout le reste du marché, on ne va pas la valoriser financièrement cette certification. On va vendre les prestations santé au même prix que les prestations non santé, même si ça nous a coûté 10 ans pour l'avoir. Très bien, merci. À ce stade, y a-t-il une question que vous souhaitiez poser à Kevin et ou à Didier Parakian, avant que nous ne continuions? Il faut. Hein. Il faut, hein. Bon, on continue. Kevin, tu parlais, alors, les 5 minutes sont passées, on va se tutoyer. S'il te plaît, Francis. Tu parlais tout à l'heure de l'écosystème, de ce milliard, de ces 1000 collaborateurs, évidemment que vous ne pouvez absorber seul, donc vous allez vous appuyer sur un réseau, tu le disais tout à l'heure, et je crois que tu as structuré toi-même finalement l'apport de Jaguar sur l'écosystème en créant une structure qui s'appelle Startup Consult. Comment ça marche? Est-ce que c'est pour toi important d'aller sur le marché, sentir ce qui se fait en matière d'innovation? Déjà, on a la chance d'avoir Made in Soft sur le territoire qui fait quand même un boulot plus que remarquable. Et dans Startup Consult, qui est finalement une commission de Made in Soft, tous les samedis matins, on reçoit 3-4 startups. Voilà, ça dépend. Je vois Amélie qui était avec moi la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce Startup Consult? On pose toutes les questions qui font mal. En fait, on repose toutes les questions qu'on nous a posées à nous, Jaguar. Alors oui, comment vous allez le financer? Mais si le marché se retourne, mais si votre concurrent s'implante. Bon, en France, on sait toujours ne pas faire. Hein, pour pas faire, on trouve toujours 10 raisons de ne pas faire. Pour faire, déjà, il y a beaucoup moins de people qui ont envie de faire. Et donc, dans cette mécanique de Startup Consult au travers de Made in Soft, et pas au travers de moi à titre personnel, hein, c'est vraiment l'association qui le dirige, on aide les entrepreneurs activement. Avoir du carburant dans la voiture, c'est bien. Savoir conduire et avoir le permis, c'est mieux. Et entrepreneur, il faut être très clair, on est tout seul. On est tout seul. Donc commence à émerger des accélérateurs, commence évidemment Marseille Innovation qui fait un gros travail pour amener ce que j'appelle moi du projet au SIRET. Mais après il faut passer la main pour passer du SIRET à la croissance et de passer de la croissance à l'hypercroissance. Et ce parcours-là, il est relativement bien borné sur le territoire. On commence vraiment à avoir des structures qui travaillent ensemble, qui connaissent le début et la fin de leur mission. Et sincèrement, ça c'est vraiment assez passionnant. Et donc tous les samedis matins, on sait où te trouver? Oui, tous. Chez Made in Soft, il y a du monde. Je vois Delphine qui est là, qui assure aussi sur la partie tourisme. Le monde du tourisme, on l'a vu avec Thomas Cook la semaine dernière, c'est un monde qui a du mal à muter. Ceux qui ont regardé ce que j'ai écrit dans Facebook, j'ai quand même écrit que c'est le premier géant qui s'écroule à cause de son système d'information. Hein. J'ai rien contre IBM. Un bon vieil AS400 bien figé dans le marbre qui ne bouge pas, c'est fiable pour gérer sa trésorerie, mais c'est moins fiable pour gérer son agilité business. Donc Thomas Cook est peut-être le premier de ces géants. Hein. Quand on dit dans les 500 boîtes mondiales, il y en a probablement 300 qui n'existeront plus. Moi, j'y crois vraiment volontiers, hein, pour des défauts d'agilité notamment. Alors Didier en parlait tout à l'heure. Il y a l'économie digitale, il y a tout ce dont on vient de parler, et puis il y a l'économie physique réelle de territoire. Tu as souhaité dans le cadre même de ce fameux bâtiment connecté dont tu as parlé tout à l'heure, Quanta, que je vous invite tous à aller voir. Alors on n'y rentre pas comme ça, hein. Il faut une autorisation. Mais moi qui ai eu la chance de le visiter, c'est quand même quelque chose, vraiment. Tu as souhaité mettre à disposition du territoire un outil de convivialité, en d'autres termes un restaurant. On est loin du digital, mais là aussi, tu y as appliqué quelques méthodes un peu novatrices. Tu nous en parles? Oui, en fait, quand vous construisez un bâtiment, finalement, rajouter 200-300 mètres carrés, c'est pas trop le gros sujet. Ce qui coûte de l'argent dans le bâtiment, c'est la façon dont on le construit, mobiliser les entreprises, mobiliser les énergies, etc. Et donc, la façon dont on a construit ce bâtiment, c'est de se dire, pour que nos technologies soient connues de tout un chacun, il faut que petit à petit, on fasse de la pédagogie. Et donc, on a construit une boîte qui s'appelle Quanta Café. Marketing chez Jaguar est toujours hyper dur. Hein. On prend le produit, ce que ça fait, on met le nom dessus. Hein. Nous, on aime beaucoup Apple pour ça, c'est que quand c'est un iPhone, ça fait du fun. Hein. Ça, c'est facile. Et donc, dans ce Quanta Café, on a une histoire un petit peu particulière, puisqu'il faut aller récupérer un entrepreneur de ce que Didier appelle l'économie traditionnelle, hein, qui est notre économie du quotidien, un restaurateur, voilà, qui cuisine très bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'on lui fait confiance en premier, et qui a envie d'entreprendre. Donc, plutôt jeune, plutôt qu'accepte de prendre des risques et plutôt qu'accepte de travailler un peu différemment. Et le un peu différemment, il est aussi dans le financement?
Comment vous montez le dossier? Oui, le financement, c'est un sujet qui bloque beaucoup. Moi, j'ai appris, je ne le savais pas à titre personnel, que quand on veut acheter un restaurant, il faut acheter un fonds de commerce, des équipements, financer des travaux, recruter des gens. Bon, ça coûte immédiatement 500 000, 1 million d'euros pour faire une salle de restaurant un peu costaud. Et ce million d'euros-là, on ne le donne pas au premier gars qui tape à la porte en disant bah, écoutez, j'ai une idée géniale, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc en fait, on s'est associé à lui. On s'est dit finalement, on va faire 3 choses pour toi. La première chose, c'est que tous les travaux, on va te les payer et on va pas te donner de fonds de commerce. Tu n'as pas besoin de payer un droit au bail, on vient de créer le truc, il y a 0 valeur dans le bâtiment. C'est ta valeur, c'est ton projet de vie, donc c'est toi qui garderas l'argent du fonds de commerce. Deuxièmement, on s'est dit, on a quand même quasiment 300 collaborateurs au-dessus de ton restaurant qui vont manger chez toi. On va bannir les tickets restaurants. Voilà, gérer du papier à la main, impossible. Enfin, on va pas faire une époque digitale pour mettre des machins en papier partout. Donc on a sélectionné une start-up qui s'appelle Luncher. Et Luncher, en fait, ça fait quoi? Ça fait un truc très simple, ça vous donne une carte de paiement dans laquelle tout le crédit de ticket restaurant est chargé. Et quand vous dépassez un petit peu, il vient prélever sur votre compte bancaire les 70 centimes, 90 centimes, 3 euros, 5 euros qui manquent. Et donc on n'est plus dans la comptabilité analytique à la caisse du restaurant, on est dans un truc simple, je mets ma carte, je paye, je m'en vais. Et le troisième sujet, c'est qu'on lui a créé une petite application, parce qu'en fait un restaurant, il sert des gens à table, mais il a un canal de distribution différent qui est le à emporter. Et donc dans ce à emporter, on a fait une petite application digitale, une bricole ridicule, qui vous permet, lorsque vous commandez votre sandwich, de vous géolocaliser, et quand vous rentrez dans le restaurant, votre sandwich il vous attend sur le bar. Vous attendez pas. Vous payez qu'une fois par semaine. Vous attendez pas. Donc on réutilise en fait les fondamentaux d'un plateformiste IT dans l'économie traditionnelle. Et on est en train de l'imaginer ailleurs. Et c'est ça la transformation digitale. C'est comment on utilise les métiers de ce que fut les nouvelles technologies, qui ne le sont plus, pour pénétrer l'économie traditionnelle. Et en plus, on y déjeune très très bien. Mais ça, c'est personnel. Ah mais ça, moi je sais pas cuisiner. C'est lui le talent du restaurant. Hein, c'est pas moi. C'est personnel. Avant de continuer, des questions à Kevin ou à Didier? Intervention? Non? On a la chance d'avoir Didier et Kevin devant nous. Pas de questions? Kevin, Didier, vous avez tétanisé l'auditoire. Non? Merci à Annabelle Roux d'être là du CIC. Kevin, dans le développement, je crois savoir qu'il y a une Quanta numéro 2 qui se crée ou qui va être créée? Oui, il y a de nombreux Quanta qui vont être créés. Finalement, on a ce défaut des informaticiens de créer des choses avec une approche industrielle. C'est-à-dire qu'on fait le prototype du premier, et puis quand le prototype du premier est relativement fonctionnel, on n'hésite pas à faire le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Donc on a créé une chaîne qui va s'appeler Quanta Business Center. L'idée, c'est d'aller attaquer Regus sur son propre marché. Regus, c'est le leader mondial des centres de business. C'est long, c'est dur. Pour faire tirer un câble entre le rez-de-chaussée et le 3e étage, il faut 2 mois. Regus est en train de cristalliser des problématiques d'agilité. Confère Thomas Cook. Confère Thomas Cook. Donc en fait, on va faire un Regus 2.0 qui va s'appeler Quanta Business Center, dans lequel 90% des prestations dont vous avez besoin seront intégrées. Le cloud est intégré, la fibre, le Wi-Fi, l'authentification, la carte Luncher, le partenaire bancaire. Bon, vous arrivez, vous vous installez, vous appuyez sur le bouton, vous commencez à bosser. Entrepreneur, c'est un métier qui est très difficile. Donc si on peut s'enlever d'une partie de ce qui nous consomme du temps tous les jours, on est quand même vachement preneur. Prochain Quanta Business Center, c'est où? Quanta Business Center, Lyon, Aix-en-Provence. Quelque chose me dit que la métropole devrait nous aider, si tout va bien. Du moins le calendrier s'y prête. Si M. Parakian était là, on lui dirait, mais... Oui, non, mais M. Parakian, il aide beaucoup. Je pense qu'on va créer un quartier complet à Marseille. Bon, ouais, je pense qu'on va créer un quartier complet à Marseille. C'est une info que tu nous donnes, là? C'est la première fois que je diffuse cette info-là. On a le concours d'archi qui va démarrer, la notice descriptive qui est prête. On vise 30 000 m² de foncier. On va faire quelque chose qui n'existe pas. Comme le disait Frédéric Chevalier, souvent, quand il a créé The Camp, avec toutes les difficultés qu'on leur connaît aujourd'hui, quand ça n'existe pas, il faut l'inventer. Il faut arrêter de chercher plus loin que... voilà. On dit toujours les Marseillais sont toujours les premiers. Bon, c'est pas toujours le cas dans tous les sports, mais au business, on peut essayer. Bravo, merci Kevin, on peut t'applaudir.
Didier, quelques mots? Non, juste je voulais réagir. Cet homme est un visionnaire. Moi je le compare souvent à Steve Jobs. Il aime pas. Non, il est mort. Non, il est mort. Non, mais bon, Arrête, il est mort, mais de Didier. là-haut, je pense qu'il a une Didier. bonne étoile sur toi qui te protège. En tout cas, c'est grâce à des hommes comme ça qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse que le chômage recule à Marseille. Souvenez-vous, en 95, c'était 22%, 23% de chômage. Aujourd'hui, nous sommes à 11% de chômage, 11,3% pour être précis. Et l'année prochaine, si on continue comme ça, on va approcher la barre symbolique des 10%. Alors bien sûr qu'on est encore au-dessus de la moyenne nationale, mais on est sur le bon trend parce qu'il y a des filières d'excellence qui performent. Je pense à la santé, je pense à la logistique, je pense aussi au tourisme. Et bien sûr, cette filière qui vous intéresse tous aujourd'hui, c'est le numérique. Et puisque tu as parlé du CIC, je voudrais remercier le CIC parce que le CIC est une banque partenaire de son territoire. Elle a investi dans la place de l'innovation du côté des allées Léon Gambetta. Et puis moi, j'ai une petite anecdote que j'aime bien rappeler de temps en temps. Quand j'ai créé mon entreprise, il y a 25 ans, Jean-Baptiste Josso s'en souvient peut-être, c'était dans la mode, j'habillais les femmes du monde. Moi à l'époque il n'y avait ni business angel, il n'y avait ni grands entrepreneurs, ni family office, il n'y avait même pas le feed, il y avait tout simplement un peu de culot qu'il fallait avoir. Donc je suis allé voir un banquier pour faire un prêt étudiant puisque nous étions à l'école supérieure de commerce. C'était facile d'avoir 50 000 francs à l'époque et quand j'ai vu que c'était si facile, j'ai juré 6 fois sur l'honneur avec 6 banques différentes pour avoir 6 prêts étudiants. Et c'est comme ça que je vais voir avec 300 000 francs. Je vais voir le CIC et je leur dis, vous savez, j'ai 300 000 francs d'économie, j'ai besoin de 900 000 francs. Ils m'ont dit, vous avez un bon business plan, vous avez la caution solidaire de vos parents, allez-y, bingo. Et c'est comme ça que je remercierai jamais assez le CIC de m'avoir fait confiance. Tout ça pour vous dire à nos start-upers que beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, un peu de courage et beaucoup de culot, ben c'est les ingrédients de la réussite, je crois, qui sont toujours d'actualité. Merci Didier. Ne faites surtout pas ça. Ah, surtout pas. Non. Le CIC vient d'apprendre que... Didier est très jeune, mais à l'époque c'était un peu la carte perforée, si vous voulez. Donc le sujet c'est que surtout ne faites pas ça maintenant. Hein. Maintenant ils se parlent tous entre eux. Hein. Mais bravo parce qu'il fallait le faire et il y en a qui ont bâti des vraies fortunes avec ce culot et moi je vous souhaite vraiment le même chemin parce qu'il est tout à fait réalisable en fait. Vraiment c'est accessible. Merci Didier, merci Kevin, on peut vous applaudir à nouveau. Didier, vous restez là, vous restez avec moi.